Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'entreprise Porsche. Alors je pense que cette vidéo était attendue, je l'avais évoquée 2 fois en vidéo et j'ai eu pas mal de commentaires qui allaient dans ce sens et ça fait aussi quelques temps que je reçois des messages sur cette entreprise. J'imagine que c'est parce qu'elle corrige en bourse, premièrement, et aussi parce que c'est une entreprise connue, on pense de suite aux voitures haut de gamme. On va regarder donc dans cette vidéo pourquoi est-ce que cette baisse a lieu. J'ai regardé un petit peu dans les médias, il y a beaucoup de peur en ce moment autour de l'entreprise. Et ensuite, on va aller directement dans les documents financiers, voir ce qui se passe au niveau des chiffres, de la valorisation de l'entreprise, et je vous ferai une conclusion. Je vous amènerai donc directement dans les rapports financiers de l'entreprise. Pour information aussi pour les membres du programme et de la communauté, vous aurez une vidéo quantitative dans School qui va arriver cette semaine. On va faire notamment Mercado Libre, Constellation Software, Xpeng et d'autres entreprises. Et dimanche, revue de portefeuille en live cette semaine. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez les liens en description. Et bien évidemment aussi, comme d'habitude, il s'agit d'un conseil d'investissement. Je vous partage ce que je découvre sur l'entreprise, mais chacun prendra ses propres décisions. Donc Porsche est une marque de luxe allemande fondée en 1931. Ils conçoivent, produisent et commercialisent des modèles emblématiques comme la 911, le Cayenne, le Taycan électrique, etc. Après, je suis pas un immense connaisseur de leur véhicule. La 911, quand même, oui, c'est connu. En tout cas, le nom me revient. Et Porsche, ils emploient 42 615 personnes à fin 2024. C'est une entreprise qui a une capitalisation boursière de 18 milliards d'euros, presque 19. Et leur chiffre d'affaires en 2023 était de 40 milliards et en 2024 de un peu moins. Donc le chiffre d'affaires était en baisse entre 2023 et 2024. Et j'ai un petit peu préparé les documents. On va voir que le chiffre est encore en train de baisser, le chiffre d'affaires, j'entends. Et le titre, pour information, il a fait moins 65% là depuis mai 2023. Cette entreprise, la baisse, elle a l'air d'être beaucoup liée à des peurs qui circulent pas mal dans les médias et on va voir si elles sont fondées ou pas. Parce que quand même, quand vous avez le chiffre d'affaires qui baisse, c'est peut-être pas que des peurs. Le haut du compte de résultats, comme j'aime le dire, ne ment pas. C'est les ventes. Donc, si les ventes baissent, qu'il se passe quelque chose. Mais tout le secteur de l'automobile souffre quand même. Et là, vous avez plein d'articles de peur qui ont été publiés. Porsche et Volkswagen chutent après le report sur des véhicules électriques et les réductions des perspectives. Porsche abaisse les perspectives annuelles en raison des droits de douane aux États-Unis. Porsche renonce à produire des batteries électriques pour ses véhicules. Donc voilà, beaucoup de négativité autour du titre. Et au niveau des chiffres, ils ont revu leurs prévisions pour 2025 à la baisse. On voit qu'à l'origine, ils avaient prévu pour 2025 de faire un chiffre d'affaires entre 39 et 40 milliards et d'avoir des marges qu'ils appellent return on sales chez eux entre 10 et 12%. Et là, ils viennent de nous mettre à jour ça. Donc, on avait fait 40 milliards en 2023 et 2024. On ne serait plus qu'entre 37 et 38. Et les marges, surtout, s'écroulent entre 5 et 7%. Et les marges sur flux de trésor seraient entre 3 et 5%. Juste avant d'attaquer dans la vidéo, je voulais quand même revenir sur ce débat électrique thermique parce que je voulais reparler de ça. J'aime pas du tout cette interdiction qu'ils sont en train de vouloir mettre en 2035 sur les véhicules électriques, pardon, sur les véhicules thermiques du coup, on puisse vendre que des véhicules électriques. J'aime pas non plus les aides de soutenir aux entreprises. Personnellement, j'aime bien que les gouvernements laissent le marché décider, qu'ils se mêlent pas trop de l'offre et de la demande. Si les personnes veulent acheter des Porsche, qu'ils achètent des Porsche. En tout cas, je parle d'ici d'un point de vue d'une vision de marché. Je fais pas de politique ici. Donc voilà, après, s'ils ont des raisons politiques, etc., des agendas, voilà. Mais ici, je peux vous partager que mon avis et mon opinion, c'est que si Porsche ou Ferrari, etc., veulent vendre des voitures à essence, et s'il y a des gens pour les acheter, pourquoi les empêcher? De toute façon, c'est déjà des volumes qui sont faibles par rapport à la masse des véhicules. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, on a des voitures, mais on n'a pas pour autant interdit l'élevage et la vente de chevaux. Si certains veulent se déplacer à cheval, que bon leur semble. Donc j'aime pas trop ces idées de réguler, d'interdire. Moi, j'aime bien laisser les marchés libres. Et je pense que l'électrique est là pour rester, vu les avantages de la technologie. J'en ai déjà souvent parlé sur la chaîne, aussi bien les marges, la facilité à fabriquer, etc. Bref, vous avez plein de vidéos là-dessus sur la chaîne. Mais pour moi, c'est au-delà d'un débat électrique-thermique, en fait. On a des changements profonds dans le secteur des transports de l'automobile. Et je veux aller au-delà du débat de voitures, les BEV, donc les voitures à batterie électrique, et les voitures avec les moteurs à combustion, les internal combustion engine. Donc voilà, pourquoi interdire le thermique? Pourquoi? Ça me voilà, parce qu'effectivement, ça affecte ces entreprises parce qu'ils ont pris des décisions sur l'électrique, en grande partie à cause de ça. Mais voilà, je suis pas fan de ça. On attaque maintenant les documents financiers, je les ai pris directement sur le site de Porsche et on y va. Donc ici, vous voyez les marges que je vous disais, net cash flow margin qui sont à 2,4% sur le premier semestre, alors qu'on était à 6,3 sur le semestre il y a un an en comparable.
Au niveau des bénéfices, on est divisé par 3 globalement. L'EBITDA sur l'automobile a aussi baissé de peut-être 40%, vous le ferez à la calculette. Le cash issu des opérations a baissé pareil de 30-40%. Et la R&D a baissé. J'aimerais que ces entreprises investissent, notamment parce qu'il y a beaucoup de changements fondamentaux pour moi dans le secteur de l'automobile et je pense qu'il va falloir qu'ils investissent. Alors un petit peu, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils vont être impactés par le fait, en gros, qu'ils vont arrêter, j'ai vu passer ça dans un article, l'idée de faire les batteries électriques par eux-mêmes. C'est quelque chose d'assez compliqué de les fabriquer. Ça prend beaucoup de temps pour monter en échelle. Il y a beaucoup de scrap au début, de pertes, etc. Donc, ok, ça ne me choque pas. Même si ce serait bien qu'ils les fabriquent, mais si c'était si simple, tout le monde le ferait. C'est très difficile. Il nous parle aussi de l'impact des tarifs aux États-Unis, donc les taxes douanières. Oui, c'est vrai, parce que j'ai regardé, hein, le gros de leurs usines sont en Allemagne. Ils ont un tout petit peu de fabrication en Europe de l'Est, un petit peu aussi en Asie, mais c'est plus du réassemblage par rapport à des règles en local. Donc oui, gros de la production en Allemagne. Et aussi, je tiens à le préciser, l'Asie, la Chine notamment, c'est un gros marché aussi pour eux et c'est un marché qui, premièrement, l'économie va pas si bien que ça et les consommateurs non plus. Et de deux, ils ont aussi de beaucoup plus de concurrence en local. Ils nous paient un dividende, ils en payaient, j'ai vu qu'ils l'ont baissé, tout simplement parce qu'on va voir, c'est pas si simple que ça de le payer. On continue. Les livraisons sont en baisse. Ils ont livré moins de véhicules que l'année d'avant sur le premier semestre. À savoir que, vous voyez, c'est quand même une entreprise qui, jusqu'à il y a encore peu, vendait 300 000 véhicules par an. Donc oui, c'est du luxe, mais c'est quand même en termes de volume, des gros volumes. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque où je comparais aussi avec Ferrari, etc. Et c'est pas non plus du tout les mêmes prix médians. Ils vendent pas aussi cher qu'un Ferrari. Donc c'est du luxe, mais reste quand même du gros volume. Et donc voilà, les livraisons sont en baisse. La R&D a baissé. Ils nous disent que c'est en grande partie dû au fait qu'ils avaient beaucoup investi en R&D les années d'avant pour développer de nouveaux modèles. À ça, je dirais OK, très bien, c'est ce qu'ils disent, mais moi j'ai envie qu'ils investissent beaucoup parce qu'il y a des changements énormes qui vont arriver pour moi dans le secteur, comme je vous le disais. On peut penser aussi notamment au fait que les acheteurs veulent de plus en plus des véhicules qui peuvent se mettre à jour avec beaucoup d'informatique, de multimédia. On pourrait même partir sur la conduite autonome. Ça, c'est un autre débat, la conduite autonome. Mais quand on voit ce que fait Google avec Waymo, etc., je pense qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, après, c'est pas leur segment, c'est du luxe, mais j'imagine que même si on est sur du luxe, on veut quand même, au niveau des clients, un jour de la technologie. Comme je vous le disais, le chiffre d'affaires est en baisse. Bon, ça, ils nous l'ont annoncé. Par contre, ce qui me rassure pas trop, c'est que les coûts de fabrication, eux, sont en hausse. Donc les cost of goods sold sont en hausse alors que le chiffre d'affaires est en baisse. Donc les marges brutes sont en train de compresser. Et déjà qu'elles ne sont pas élevées sur ce genre de business, parce que regardez, hein, le gross profit ici, il est à 3,3 milliards contre 18 milliards. Donc déjà, vous avez des marges brutes faibles et c'est en train de baisser. Voilà, et du coup, bah, forcément, si les marges brutes baissent, les marges nettes baissent aussi très fortement, faut pas rêver. Mais encore une fois, tout le secteur de l'automobile va mal et j'en reparlerai en conclusion. C'est pas que eux. Donc, il pourrait très bien remonter la pente. Et ça, on en parlera en conclusion parce que l'investisseur devra se forger des convictions. Et leur position en cash a baissé, mais ça, on va le voir plus tard dans les documents financiers. J'ai regardé le cash flow statement issu des opérations, mais ils me l'ont mis en condensé. J'étais en mode, tiens, c'est bizarre qu'ils me mettent ça en condensé, donc on va le regarder un petit peu plus tard, parce qu'en bas, ils l'ont mis en complet. Au niveau des inventaires, l'inventaire monte. Donc, c'est pas les seuls, mais difficulté à écouler les inventaires. De toute façon, tout le secteur est en train d'accumuler des véhicules parce que les ventes sont dures en ce moment. Et là, vous avez les prévisions que j'avais mis dans le PowerPoint avant, mais on confirme, ils voient les marges s'écrouler. Autant que le chiffre d'affaires baisse, ok, bon, le chiffre d'affaires baisse, en ce moment ça va mal dans l'automobile, on a du mal à vendre des voitures. Par contre, que les marges baissent, ça c'est un truc qui m'inquiète beaucoup, parce que c'est directement lié à la capacité à fixer les prix et aussi à la capacité à contrôler ses coûts. Mais c'est pas. Il faudra que les marges remontent quand même, parce que déjà qu'elles sont pas élevées dans l'automobile, c'est pour ça que c'est un secteur sur lequel je suis très prudent. Et voilà. Cash flow statement, il est là. Je voulais regarder avec vous parce que, vous voyez, le cash issu d'opération, on est passé de 3 milliards à 1,5 milliard sur le premier semestre en comparant là sur un an. Par contre, en haut, ils m'avaient pas mis les capex. Je dis, tiens, c'est bizarre, ils m'ont quand même pas mis les capex. Les capex sont pas loin de 1 milliard. Donc, on avait plus de 2 milliards de free cash flow il y a un an en semestriel, on n'est plus qu'à 1,5. Et en face de ça, vous mettez le dividende de 2 milliards. Ils ont déjà baissé, je pense que ça, pour le coup, c'est un bon signe de la part de la direction. Ça veut dire qu'elle est en train de ne pas, entre guillemets, faire des grosses bêtises, à se mettre à augmenter le dividende alors que les flux de trésorerie disponibles baissent. Mais la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, je tiens à le dire. Vous voyez qu'en termes d'obligations, ils en ont émis plus que ce qu'ils en ont remboursé, donc leur position globale est en train de monter, donc ils se financent.
Encore une fois, si c'est pour investir dans le futur, dans les nouvelles usines, dans de la nouvelle technologie, ça ne me pose pas du tout un problème à ce qu'il lève de la dette. Si c'est pour payer un dividende, ça m'embête un peu plus et chaque investisseur se forgera sa propre opinion là-dessus. Et la dette, j'avais regardé, il y en a. On va accélérer un peu, je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais il y a de la dette sur cette entreprise. Il est où le bilan? Si je vous le trouve rapidement, on se le fait ensemble. Il est là. Sinon, vous serez allez le voir vous-même. Je sais que vous savez lire les documents financiers, hein. Donc voilà, je vous laisserai lire le document. Je vais avancer parce qu'on est déjà. Ah oui, on est déjà passé. On va être dans les 10 minutes, donc je veux pas qu'elle soit trop longue la vidéo non plus, qu'elle soit digeste pour vous. Les valorisations, et après on fera la conclusion. Donc le prix par rapport au chiffre d'affaires est en train de baisser, et là vous retrouvez vraiment toutes les peurs et la négativité autour de l'entreprise. Historiquement, là alors on n'a pas un énorme historique, parce que l'entreprise elle est en bourse que depuis quelques années, c'était un spin-off, mais ça se paye vraiment pas cher en ce moment. Et vu que le chiffre d'affaires baisse un peu, mais pas tant que ça, enfin les marges compressent quand même, hein, ça va noter, je le répète, mais là c'est avant tout la baisse du titre en bourse, hein. Le ratio de prix c'est cool parce que l'action a fait moins 65%. C'est clairement le gros driver ici, c'est au numérateur, c'est le prix de l'entreprise, la capitalisation. Si on va regarder les ratios de prix, on va se mettre un PER. Bon, les marges sont compressées, j'aime pas voir ça, mais voilà. Globalement, on est sur un PER en ce moment qui est à 4 et des poussières, 4,5. C'est très bas. Mais décroissance, baisse des marges, le secteur souffre. Tout le secteur. C'est pas que. Mais les chiffres sont là. 8 et quelques pour le prix par rapport au flux de trésor. Je vais vous amener maintenant à la conclusion. Alors, les valorisations, du coup, vous l'aurez compris, elles sont très basses. Mais est-ce qu'elles ne seraient pas basses pour de bonnes raisons? Parce qu'au final, l'offre et la demande, elles ne mentent pas. Le chiffre d'affaires et les marges sont en baisse. Le gros coup du compte de résultat, on ne peut pas le trafiquer, c'est les ventes. Ils paient un dividende, mais pourront-ils le maintenir dans le temps? On a déjà vu qu'ils l'ont baissé. S'ils doivent continuer à investir dans les nouvelles usines, les usines de demain, notamment avec les CAPEX, et qu'en plus le cash sur d'opération continue de baisser, ben, je ne sais pas s'ils pourront continuer à le payer. Et pour moi, la conclusion, ça va être avant tout du qualitatif. Parce que là, les chiffres, tout le secteur va mal, c'est pas que eux. Et si l'investisseur pense qu'ils peuvent remonter la pente, les valorisations sont massacrées. Je ne peux pas dire autre chose, les valorisations sont très basses. Mais il faut se poser les questions de pourquoi elles sont basses. Et les questions que j'aimerais me poser, c'est est-ce qu'un investisseur qui a confiance dans le marché, ça serait par exemple, est-ce que l'investisseur, avant d'investir là-dessus, est-ce qu'il a confiance dans la reprise du marché, de la reprise de la demande pour les véhicules de Porsche? Parce que, comme je vous disais, le compte de résultat, en haut, ben, le chiffre d'affaires est en train de baisser, et même en bas, les marges aussi. Mais tout le secteur va mal. Donc, c'est pas les seuls. Est-ce que Porsche va réussir à remonter la pente, à proposer les bons produits de demain que les clients vont acheter? Est-ce que la direction va prendre les bonnes décisions, notamment en termes d'investissement, de marketing, au niveau de la stratégie, de la gestion des finances, tout simplement, de la trésorerie? En gros, en résumé, est-ce que les convictions de l'investisseur sont là avant d'investir? Et ça m'amène un petit peu à ma conclusion, donc ce que j'en pense. Personnellement, je ne suis pas capable de me forger de telles convictions et je vois des changements très profonds dans le secteur de l'automobile, bien au-delà du débat moteur thermique contre moteur électrique. Ce qui semble être le narratif qui fait mal en ce moment à Porsche, hein, c'est quand même à préciser. L'entreprise va mal, je pense, en partie parce que ben, y a beaucoup de peur autour de tous ces débats. Est-ce que ces débats sont vraiment un danger pour Porsche ou pas? Là, chacun se fera son propre avis. Personnellement, je passe mon chemin simplement parce que, bah, vous le comprenez, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. Ils ont des challenges devant eux, c'est pas les seuls, la concurrence aussi, et j'espère vraiment qu'ils vont réussir. Surtout, et ça c'est un peu le problème que j'ai avec tout l'automobile et pas mal d'industriels aussi, c'est les entreprises et les secteurs qui sont très gourmands en CAPEX, en capitaux, à investir pour les nouvelles usines, les nouvelles lignes de production, la R&D aussi, et la concurrence est là en Asie, d'autres entreprises aussi, même aux États-Unis, ça se bat de partout parce que le secteur souffre. C'est un secteur qui, historiquement aussi, a des marges faibles. Alors, vous avez des exceptions dans l'ultra-luxe qui arrivent à avoir des bonnes marges, mais là, vous avez vu, même si on est sur du luxe, les marges baissent quand même. Et il va falloir qu'ils investissent dans ce secteur qui est en changement. Et j'espère vraiment qu'ils vont le faire, j'espère vraiment qu'ils vont s'en sortir. Il y a beaucoup d'emplois à la clé, vous avez vu, hein. En plus, beaucoup qui sont passés en Allemagne. Mais moi, personnellement, je ne peux pas mettre ça en portefeuille. Je ne dormais pas sur mes deux oreilles. J'en ai passé d'autres entreprises de l'automobile en vidéo et c'est pas quelque chose sur lequel je suis à l'aise. Donc, je passe mon chemin. Mais oui, les valorisations sont massacrées. Euh, L'entreprise souffre en ce moment comme tout le secteur et j'espère vraiment que ça ira pour eux. Et honnêtement, finir là-dessus, si ils arrivent à remonter les marges, à relancer le chiffre d'affaires, je ne serais pas du tout étonné que le titre de l'action reparte très fortement à la hausse dans le futur. Et dans ce cas-là, bravo à ceux qui auraient eu les convictions d'investir.
Mais si le chiffre d'affaires continue de baisser, que les marges continuent de baisser, qu'ils ne peuvent pas payer le dividende, encore pire s'ils s'amusaient à continuer à le payer alors qu'ils ne pourraient pas, mais j'imagine que sur le long terme, ils ne feraient pas ça, là, l'entreprise pourrait très bien aussi baisser. Et donc, vous le comprenez, en fait, c'est que j'arrive pas à me convaincre de ce qui va se passer, donc je rentre pas dessus. Mais c'est pas un problème de valorisation, c'est plus un problème de compréhension de l'industrie, du business et le fait que j'en mets pas sur mes deux oreilles. J'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, c'était vraiment l'objectif que de passer dans les documents financiers parce que vous avez été beaucoup à m'en parler. Donc, j'imagine que avoir un avis supplémentaire, et c'est aussi pour ça beaucoup que je fais ces vidéos, même si des fois, j'achète pas. En même temps, si je faisais que des vidéos sur les entreprises que j'achète, je ferais pas beaucoup de vidéos chaque mois. Et bon, l'objectif aussi, c'est de parler des entreprises. Même si je n'achète pas, je peux pas tout acheter, mais j'espère en tout cas que ça vous aide, que ça vous donne un avis supplémentaire afin de vous aider à vous forger vos convictions. Je trouve ça toujours utile de prendre des avis à gauche à droite quand on fait son analyse pour ensuite se faire sa propre analyse et prendre sa propre décision. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans la communauté, dans le programme, vous avez les liens en description. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.